Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un nouveau concept sans être un nouveau concept puisqu'en fait il s'agit d'anecdotes mais j'ai simplement changé le nom parce que là il va s'agir vraiment d'anecdotes exclusivement dédiées au SMUR. Donc je trouvais ça stylé de mettre un petit journal de bord parce que voilà, ça va être un petit rendez-vous régulier et puis j'ai déjà fait les histoires à l'hôpital etc. Et je peux pas dire que c'est des histoires à l'hôpital parce que la plupart du temps ça se passe dans le domicile des patients, dans mon camion ou dans la rue. Donc ça va s'appeler journal de bord au SMUR. C'est des situations qui remontent à longtemps, il va y avoir des détails qui vont changer, toujours dans l'idée de préserver l'anonymat du SMUR, mais aussi du patient, de sa famille, et un petit peu du contexte. Je pourrais malheureusement rarement raconter des faits divers. Les blessures par arme blanche, par arme à feu, c'est des choses qui sont toujours très compliquées à expliquer, parce que, en fait, des fois, il y a des articles dans les médias, et il y a des gens qui s'amusent à faire les liens, etc., et je ne veux pas avoir de problème, et tout simplement, déontologiquement parlant, il y a ce qu'on appelle le secret médical. Et donc, contrairement à ce qu'on peut voir des fois sur Twitter, non, je ne ferai pas le jeu de certains. C'est parti. Il était, je crois, 2h du matin, et on est appelé pour convulsion à domicile chez une personne, je crois, d'une quarantaine d'années. Donc on regarde la feuille de départ, et on voit que c'est très loin. C'est-à-dire que c'était pas notre secteur, mais le SMUR de ce secteur-là n'était pas disponible, donc on a dû y aller. Et je me rappelle qu'on s'est dit avec l'équipe que si convulsait encore quand on arrivait, c'est que vraiment c'était grave, parce qu'on allait mettre minimum, je crois, 20 minutes, une demi-heure. Et donc on arrive dans, je me rappelle, c'était une maison, dans un département dont je tairai le nom, bien évidemment, et on arrive chez ce patient qui, effectivement, fait, je crois, 120 kilos, et il est en train de convulser, il est en train de transpirer à fond, donc on comprend pas, il est hypertherme, mais d'un autre côté, ça fait 40 minutes qu'il convulse. Donc dans ces cas-là, bah, qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, la priorité absolue quand on est face à quelqu'un qui convulse comme ça, c'est de lui injecter des médicaments anticonvulsivants, à savoir le médicament en première intention chez l'adulte, on va mettre du Rivotril, et donc pour ça, il faut une voie veineuse. Sauf que poser une voie veineuse chez un patient qui convulse, c'est jamais quelque chose de très simple. On s'y met à plusieurs pour lui tenir le bras, je lui pose la VVP, la voie veineuse périphérique, et je lui mets quasiment directement 1 mg de Rivotril. Bon, il ne s'arrête absolument pas de convulser, et donc du coup, on lui fait un 2e milligramme de Rivotril assez rapidement. Et là, de mémoire, je crois qu'il s'arrête de convulser, mais qu'en fait, derrière, il fait la bradypnée, etc., ce qu'on appelle la phase post-critique. Une fois qu'on a fini de convulser, et il faut récupérer, il y a toujours une phase de pseudo-coma, plus ou moins important après les convulsions. Là, en l'occurrence, il avait convulsé pendant 40 minutes, donc on savait déjà qu'on allait devoir nous l'intuber, parce qu'en fait, il récupérait pas bien du tout, et c'est surtout que, de mémoire, il recommençait à convulser et à avoir des petits mouvements. Savoir que quand on est arrivé, c'était la vraie crise tonico-clonique des 4 membres. Après la 2e dose de Rivotril, il avait que des clonies, il me semble, au niveau des membres inférieurs, et c'était tout, mais c'était léger, mais ça représente encore une forme de convulsion, finalement. Donc il faut pas le laisser comme ça, parce que quand il y a convulsion, il y a des dommages cérébraux qui sont plus ou moins importants. Donc je me rappelle aussi dans ces cas-là, au SMUR, dès qu'on peut, on évite d'intuber dans le domicile des patients. On préfère 1 milliard de fois extraire le patient, le mettre dans notre camion et l'intuber tranquillement au chaud, avec du matériel, avec moins de monde autour de nous, etc. Et franchement, dès qu'on peut, on le fait. Je l'ai encore fait la semaine dernière sur une hémorragie méningée. On le fait régulièrement, même sur des AVP, où en fait on va prendre le polytraumatisé, on va lui faire juste les médicaments pour la douleur, pour le prendre, l'extraire, le mettre sur notre brancard. Ensuite, on le met dans notre ambulance et on est prêt à partir. On est prêt à partir, non, on est prêt à le techniquer directement dans notre ambulance parce qu'on a tout le matos dans l'ambulance, même si on a aussi tout dans nos sacs, on préfère 1000 fois être mieux installé. L'organisation idéale, et ça j'adore justement quand on peut s'organiser comme ça en SMUR, c'est que dans ces cas-là, quand on sait qu'il va y avoir du travail à faire dans l'ambulance, c'est que moi je prends les sacs et je retourne dans l'ambulance et je laisse l'ambulancier brancarder avec le médecin et les pompiers. Parce que pendant qu'il conditionne le patient, moi j'ai le temps pendant l'ambulance de préparer absolument tout le matos. Et pour ceux qui ont déjà fait des intubations, il y a quelques petits trucs à préparer quand même qui demandent un petit peu de temps. Il faut toujours préparer tout ce qu'il y a autour, et ça vraiment, pour avoir fait de la réanimation pédiatrique, c'est le bloc opératoire qui m'a appris la rigueur et l'organisation pour réaliser une séquence d'intubation, séquence rapide, au SMUR, en toute sécurité. Alors même si au bloc opératoire, on est vraiment dans un safe place, vraiment justement le fait de l'avoir vraiment codifié, le fait une fois de le faire dans un camion, c'est 1000 fois plus sécurisant. Donc du coup, dans ces cas-là, il faut prévoir, donc
ta première chose à faire, toujours au bloc opératoire, il faut toujours une respiration fonctionnelle, il faut de quoi ventiler le patient, parce que la priorité c'est de le ventiler. Si jamais on n'arrive pas à l'intuber, attention, hein, c'est ça que je dis, on ne ventile pas un patient en estomac plein. Oui, mais il faut un bavus fonctionnel avec, on va brancher directement la capno expirée dessus, parce que il faut, une fois qu'on va être intubé, avoir les 6 courbes de capno pour montrer qu'on est bien dans la trachée. On va préparer, du coup, après, donc le matos, éventuellement le canine, le guédel, le matos pour intuber, donc là c'était un homme, donc il faut une sonde de 7,5. Moi j'intube toujours avec une lame de 3. Petite précision, je suis infirmier anesthésiste au SMUR, donc en général c'est nous qui intubons. On se met d'accord avec le médecin, des fois c'est le médecin qui a envie, mais là en l'occurrence c'était moi qui intubais. Du coup donc on prépare ça, moi je prends toujours une lame de 3, on dit lame de 4 pour un homme, lame de 3 pour une femme. Je prends toujours une lame de 3 parce que je trouve ça plus maniable, voilà, je raconte ma vie, c'est cool. De quoi gonfler le ballonnet, de quoi fixer la sonde, de quoi ausculter, et après, bah, bien évidemment, il faut préparer les drogues d'induction. Donc quand on fait en séquence rapide, on fait toujours, c'est pas bien de dire toujours, mais on fait très souvent étomidate, c'est l'ocurine. Donc étomidate 0,3 mg par kilo, c'est l'ocurine 1 mg par kilo. C'est un hypnotique très rapide et pareil, un curare pour le coup dépolarisant la cellocurine d'action extrêmement rapide. Et on prépare également les sédations d'entretien. Moi je préfère directement avoir tout prêt pour éviter que le patient se réveille pendant qu'on est en train de vérifier que la sonde est en place, etc. Comme ça, paf, on branche directement. Et moi je prépare, donc on prépare en l'occurrence du sulfentanyl et de l'hypnovel. Et moi j'ai gardé mes réflexes de pédiatrie, à savoir que je fais tout du 1 dans 1. C'était pas français. Je fais que du 1 dans 1, en gros. Et une fois que tout est préparé, on peut, si on a le luxe de temps, préparer de quoi poser une deuxième voie. Parce que, bon, si jamais on est sûr et certain de la voie, on peut intuber avec une seule voie, mais l'idéal c'est quand même d'en avoir deux. En l'occurrence, ma voie elle était vraiment safe, donc du coup, on lui a posé la deuxième voie après. On prépare le respirateur aussi. Il faut brancher le tuyau, mettre les fils, programmer le respirateur pour ce patient. Donc en fonction de sa taille, hein, toujours on règle le volume courant en fonction de la taille du patient. C'est un petit rappel sur les vidéos sur la ventilation mécanique. Et ensuite, une fois que tout est prêt, on communique avec le médecin, on lui demande si lui il est prêt de son côté. On sait également où est notre matos d'intubation difficile. On sait qu'on a un Eichmann à proximité, un mandrin de Eichmann qu'on peut insérer justement au niveau des cordes vocales, et ensuite on fait glisser la sonde dessus. On sait également qu'on a le vidéolaryngoscope qui est dans le coffre, qui est disponible aussi. Et de toute façon, c'est l'avantage quand on a des infirmiers anesthésistes au SMUR, c'est qu'on est deux opérateurs pour pouvoir intuber. Donc si jamais moi j'y arrive pas, le médecin peut prendre le relais, et inversement, si le médecin n'y arrive pas, l'IAD peut prendre le relais. Et là, il n'y a aucun égo à avoir là-dessus, c'est quand on n'y arrive pas, on passe la main, et c'est les mêmes règles qu'au bloc opératoire. Et donc voilà, et dans ces cas-là, après, on fait des examens complémentaires. Dans ces cas-là, on regarde la glycémie. Bon là, la glycémie avait déjà été vue par les pompiers, hein, quand il y a quelqu'un qui convulse, c'est un des premiers réflexes à avoir. Il me semble qu'aussi, du coup, il était en train de chuter sa tension, donc on l'a mis sous antibiotiques parce qu'il était fébrile, ce patient. Donc on s'est posé la question s'il convulsait pas sur une méningite, par exemple, sachant qu'il n'était pas épileptique connu, donc c'était quand même très très bizarre. Pareil, on s'est demandé est-ce qu'il saigne pas dans sa tête, mais il y avait pas d'asymétrie au niveau des pupilles, elles étaient intermédiaires réactives, il y avait pas de souci en post-critique, donc on lui fait bien évidemment tous les examens type ECG, hein, pour vérifier s'il n'y a pas des troubles du rythme. On peut convulser sur du bas débit. On convulse 40 minutes sur du bas débit, derrière effectivement la tension elle se serait bien cassée la gueule. Et donc du coup après, bien évidemment tout le long, hein, le patient est monitoré et on contrôle absolument tous ses paramètres. On adapte la ventilation en fonction de la capno expirée. Et ensuite, on va au scanner. Faut savoir en SMUR, en tout cas en Ile-de-France, que dès qu'on fait de la neuro, c'est toujours très compliqué parce que quand ça relève de la grande garde, en région parisienne, c'est organisé, il y a des 8 hôpitaux, je crois, qui tournent tous les jours et qui sont ce qu'on appelle la grande garde de neurochirurgie. Donc ça change d'hôpital à hôpital. Le mardi, ça peut être, je dis n'importe quoi, la Pitié-Salpêtrière par exemple. Le lendemain, ça peut être Mondor, etc. Donc si ça relève de la grande garde, on y va, mais souvent, avant de savoir ça, ils nous demandent un scanner de proximité. Et donc du coup, on doit aller faire le scanner dans un hôpital, envoyer les résultats, les imageries du scan à la grande garde qui juge si c'est neurochir ou si jamais c'est de la neuro standard ou même de la réamed tout simplement. Donc quand on part pour de la neuro, on sait qu'on en a pour des heures, et en l'occurrence c'est ce qui s'est passé. On a fait le scanner, et honnêtement je ne me rappelle plus des résultats, mais ce patient a fini en réanimation médicale, donc je sais que ça ne relevait pas du neurochirurgien. Voilà, un petit exemple d'une grosse intervention. Je ne veux pas vendre du rêve en disant que toutes les interventions du SMUR sont comme ça, mais ça c'était une belle intervention avec une bonne coordination d'équipe en plus. C'était chouette et le patient va bien. Faut quand même garder ça à l'esprit parce que faut être honnête, en SMUR on aime l'action, etc. Mais
bah ça veut dire qu'il y a un patient qui va pas bien derrière, donc on peut pas non plus se réjouir de faire des trucs de fou alors qu'il y a un patient qui est potentiellement en train de mourir dans nos mains. Et là en l'occurrence le patient va bien, c'est aussi pour ça que je trouve ça pas glauque de raconter cette histoire. Même si dans les journaux de bord, je me vois pas pourquoi je raconterais que le positif, et que bien évidemment en SMUR on vit aussi des situations absolument horribles. Genre en SMUR pédiatrique, les morts inattendues du nourrisson. Ce sera pour un prochain épisode quand on aura, là en plein hiver et tout, qu'on a le moral déjà pas ouf et tout, on connaît, hein, donc en plein hiver. Je pense que cette vidéo elle sortira complètement pendant l'automne. Voilà, n'hésite pas à me dire si ce nouveau format d'anecdote à l'hôpital, version SMUR, vous plaît. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis, poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si ça vous plaît, bah, on fera un épisode 2, 3, 4, etc. Je vous dis à la prochaine, salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not